Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 13 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains, que vous avez passé une très belle semaine. Ça me fait super plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel, notre petit habitude hebdomadaire. Chaque mercredi à partir de 17h heure GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos en direct. De mon agence de design, de mon studio à Marrakech, au Maroc où je me trouve actuellement. C'est là où j'enregistre ces épisodes de mes bricolos. Et l'idée de ces épisodes, c'est de discuter ensemble, de commenter, de partager ces dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Et je vous l'accorde, il s'est passé tellement de trucs ces derniers temps, je l'avoue, que j'ai pas pu traiter toutes les actualités, tous les sujets, je les mettais de côté en me disant cela, il faudra que je vous en parle, il faut que je vous en parle absolument. Et vous l'avez vu en cover de cet épisode et en titre de cet épisode de mes bricolos, on va parler de Jonathan Ive qui a complètement quitté Apple cet été. Cet été, il a complètement quitté. On savait qu'il était parti en 2019, mais qu'il restait un proche collaborateur d'Apple. Mais là, il a complètement, il n'a plus aucun regard sur aucun objet créé par Apple. Donc c'est quand même un événement énorme quand on connaît l'histoire de Jonathan Ive. Et justement, cet épisode de mes bricolos va être coupé il y aura deux parties dans le même épisode. Mais il va y avoir deux parties. La première où on va parler de Jonathan Ive et sa relation avec Steve Jobs. Et puis après, de Jonathan Ive avec Tim Cook, qui est le remplaçant de Steve Jobs quand il nous a quittés en 2011. Alors, Steve Jobs, sur votre droite, j'ai pas besoin de vous le présenter, c'est le fondateur d'Apple, celui qui a révolutionné le personal computer. Et à sa gauche, donc, vous avez Jonathan Ive, pour ceux qui ne savaient pas à quoi ressemble ce mec-là. Ben voilà, vous l'avez à sa gauche, et là, vous voyez déjà dans leur regard une certaine forme de complicité. Et nous, on va s'intéresser au designer, on va s'intéresser à Jonathan Ive, même s'il est évident que Steve Jobs n'était pas qu'un chef d'entreprise, c'était un mec qui avait une vision, c'était un concepteur, un créateur, un designer techniquement. Peut-être qu'il dessinait pas les produits, quoique. Mais je veux dire, il avait tout du designer. Il pensait l'objet pour l'utilisation, la fonctionnalité, l'usage, etc. Donc il avait une vraie vision globale du produit. Et c'est ce qui l'intéressait. Et il a révolutionné la marque. Alors, Jonathan Ive, il y a donc une biographie sur Wikipédia qui est très bien faite. Je vais la mettre en lien dans cet épisode de mes bricolos. Je dis qu'elle est très bien faite parce que des fois, je tombe sur des biographies de Wikipédia qui sont relativement médiocres, pas le moins de le dire. Mais là, pour le coup, elle est bien faite. Et donc, né en 67, il était à la tête de l'équipe responsable du design des produits de chez Apple de 96 quand même, jusqu'en 2019, ce qui fait quand même une sacrée période. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan Ive a intégré Apple quand Steve Jobs n'était pas chez Apple, parce qu'il faut comprendre. Steve Jobs, c'est à un moment donné, s'est fait virer d'Apple. Alors là, il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus, il y a plein de films. On va pas refaire, je vais pas vous refaire l'histoire, sinon on va encore faire un épisode de 35 minutes. Mais voilà, il s'est fait virer d'Apple et puis il a réintégré Apple fin des années 90. Mais Jonathan Ive était déjà chef de design chez Apple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont retrouvés et que ça a été un hasard de circonstances. Et d'ailleurs, on va le voir ensemble par la suite, mais donc il est en 96. Et ce qu'il faut savoir, j'ai pas dit, c'est aussi écrit, mais c'est que Jonathan Ive était passionné par Apple parce que quand il était étudiant, il connaissait cette marque Apple et il était fasciné par cette vision qu'incarnait Steve Jobs. Et il s'était dit, un jour, je veux travailler pour cette marque et un jour, je vais travailler pour cette marque. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, porté par le discours, par la vision de Steve Jobs, Jonathan Ive, une fois qu'il a fini ses études, il s'est présenté chez Apple, il a été pris chez Apple, alors que Steve Jobs n'était plus en charge de cette marque. C'est ça qui est dingue. Et c'est quand ils se sont retrouvés, pas retrouvés, parce qu'ils ne se connaissaient pas avant, mais quand ils se sont trouvés et que Steve Jobs a réintégré la marque fin des années 90, que tout d'un coup, il y a eu cette alchimie absolument incroyable qui a fait naître des produits remarquable. Et cette collaboration, évidemment, s'est arrêtée avec le décès de Steve Jobs en 2011. Continué avec Tim Cook, qui était donc le remplaçant
du malheureux Steve Jobs, et jusqu'en 2019 où il a quitté la marque en 2019. Et ce qui est rigolo dans cette biographie, c'est qu'ils en parlent, ils disent en 2019, Apple annonce par le biais d'un communiqué de presse que Jonathan Ive quittera l'entreprise à la fin de l'année pour fonder son propre cabinet de design, Loveform. Et en fait, on le sait à peu près, mais on va le voir, c'est-à-dire que Jonathan Ive voulait un peu s'émanciper de la marque et développer. Je comprends, en tant que créateur, ça fait 20-30 ans que tu dessines des ordinateurs et tout ça, et même si c'est fabuleux et c'est super et ça doit être incroyable de faire ce qu'il a fait et d'avoir la chance de travailler sur ce type de produit, à un moment donné, tu as envie aussi de développer d'autres choses. Et je comprends qu'il ait voulu... en se disant, ben voilà, c'est la fin d'un cycle. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Et d'ailleurs, ce qui était rigolo à l'époque, moi, quand j'ai appris l'information, et en 2019, je faisais pas encore ces épisodes de mes bricolos, mais ça m'avait surpris parce que je m'étais dit, tiens, c'est marrant, c'est quand même un événement énorme. Et quand il a monté Loveform, ce qui était raconté dans le communiqué de presse, et vous pouvez le retrouver assez facilement, c'est qu'ils resteront très proches, ça va être une collaboration étroite, vous inquiétez pas, parce que d'une certaine façon, Jonathan Ive était le garant de cet esprit Apple. Et justement, donc là, on va tomber sur cet article qui est vraiment bien fait. Hein. Des fois, pas besoin d'aller sur un gros site pour tomber sur un article très intéressant. C'est la saga entre Steve Jobs et Jonathan Ive par ce site internet Functional, où il explique en fait assez simplement cette relation et cette alchimie qu'il y avait entre Jonathan Ive et Steve Jobs. Et c'est pour ça qu'en 2019, quand on a appris cette nouvelle, on se disait c'est quand même incroyable parce qu'il y avait une alchimie particulière entre ces deux-là. C'est eux qui ont développé énormément de produits. Et il explique la symbiose, mais pas trop, parce qu'il y avait quand même ces petites frictions, mais qui sont nécessaires pour se pousser l'un l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y avait vraiment un binôme intéressant parce qu'ils partagent la même philosophie pour leurs produits et voient la simplicité comme la sophistication ultime, le fameux less is more, une énième itération du less is more de Mies van der Rohe que l'on peut qu'attester en manipulant les produits d'Apple depuis l'iMac. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'ils avaient cette idée il faut simplifier le produit, il faut le rendre lisible, il faut le rendre compréhensible. On est quand même... je veux dire, Steve Jobs, c'est celui qui a révolutionné le PC, le personal computer, quoi. C'est vraiment un truc, quand on se souvient des premières machines chez IBM, etc., c'était quand même des machines qui étaient très compliquées, c'était que les ingénieurs ou les passionnés qui s'en servaient. Enfin, je veux dire, c'était pas intuitif. Et le combat de Steve Jobs, c'était rendre ce produit et cet objet intuitif, fonctionnel, facile à utiliser, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que séduit par ce discours, Jonathan Ive, il rentre chez Apple, il rencontre Steve Jobs. Steve Jobs, le challenge, et c'est ce qu'ils expliquent dans cet article. Alors, on ne sait pas trop, parce que Jonathan Ive n'est pas une personne qui parle beaucoup. C'est une personne très discrète. Et on ne sait pas trop comment ça se passait. Il y a plein d'histoires, il y a plein de mythes entre cette rencontre entre Jonathan Ive et Steve Jobs. Mais ce qui est sûr, c'est que ils se sont rencontrés et il y a eu cette espèce de petit moment où Steve Jobs s'est dit, mais attends, mais mec, c'est ça qu'il faut faire. Et Jonathan Ive a su répondre à ça. Et c'est souvent ce que j'explique dans des épisodes précédents de mes bricolos. Je vous l'ai toujours dit, hein, c'est vraiment c'est que la création, l'innovation, la création, c'est pas une science, c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, c'est une conviction. Et des fois, vous rencontrez des chefs d'entreprise, vous rencontrez des collaborateurs, des partenaires qui comprennent votre vision et qui la portent, qui vous donne les moyens de la développer. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte très clairement avec mon studio de design. Et c'est exactement illustré avec cette collaboration entre Steve Jobs et Jonathan Ive. Et ils avaient cette vision, cette conviction commune. Et donc, il y avait cette alchimie entre ces deux créateurs. Et d'ailleurs, vous le voyez quand on regarde l'image d'avant, et vous voyez cette complicité. Regardez leur regard, les mecs. Ils sont complètement dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de fou. Et donc, saluer la capacité du duo Jobs-Ives
Jobs et Ive à maîtriser conjointement toutes les composantes de la conception de produits technologiques, le design industriel, électronique, software, le design de service, mais aussi le procédé de fabrication, ce qui est équivalent au design industriel, le packaging ou encore l'expérience en boutique, donc le retail, etc. Et ils avaient bien compris ça tous les deux, c'est-à-dire l'importance de justement faire un objet cohérent, réfléchi et intuitif. Et donc, ça a fait une quantité de produits. Alors là, vous avez une espèce d'une petite sélection non exhaustive. Hein. Alors là, c'est qu'une petite sélection de tous les produits qui ont été développés, mais c'est des produits phares. Je veux dire, le premier iMac, moi je me souviens, je venais de rentrer dans mon école de design quand cette machine est sortie. Elle était incroyable avec les couleurs, la transparence. On voyait toute la mécanique, alors mécanique, mais toute l'électronique de ces ordinateurs, chose qu'on avait tendance à cacher. Là, c'était mis en couleur, c'était incroyable. C'était vraiment dinguissime. Et c'est vrai que c'était révolutionnaire et ça a continué à évoluer. Alors, il y a des produits qui ont été mieux réussis que d'autres, mais on voit en règle générale que tous les produits, quand on parle de l'iPod, c'est un objet qui a révolutionné la consommation de la musique, clairement. Donc, entre l'idée portée par Steve Jobs et la matérialisation de cette idée par Jonathan Ive, ben voilà, on avait un résultat, on avait cette magie qui nous a amené à créer qui a amené Apple à créer des produits absolument extraordinaires. Alors évidemment, on voit tout de suite la source d'inspiration quand on parle de cette passion commune qu'ils avaient à des produits Braun, du Less is More de Mies van der Rohe. On le voit complètement avec, je l'avais déjà fait dans un épisode de Mes Bricolos où j'avais repris un petit peu ce lien entre les produits de chez Braun et les produits de chez Apple, et il y a énormément de similarités, c'est absolument incroyable. On voit l'inspiration quand vous voyez l'iPod, qui quand même, je vous l'ai dit, révolutionnaire de la consommation de la musique MP3 et la musique en règle générale, c'est quand même très proche de la radio de chez Braun, quoi. C'est quand même très très proche. Mais après, pourquoi pas ? On s'en inspire, voilà, c'est bien. Et d'ailleurs, ça faisait... moi, je sais qu'il y avait énormément de cours de design à l'ENSI où, justement, on commentait, on regardait ce qui se passait chez Apple, on faisait des éléments de comparaison sur des stratégies de design, etc., qui étaient portées par Steve Jobs. Et alors, voilà, est arrivé ce qui est arrivé, c'est que Steve Jobs nous a quittés en 2011, Tim Cook a repris les rênes d'Apple, et Jonathan Ive, comme je vous l'ai expliqué, était un peu le garant de cet esprit Apple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a appris donc en 2019... Ah zut, excusez-moi, il faut que je le remette correctement. Voilà. On a appris en 2019 que Jonathan Ive, il quittait Apple. Et en 2020, un livre est sorti qui nous expliquait les raisons qui ont poussé Jonathan Ive, le designer en chef légendaire, à quitter Apple. Donc je mettrai cet article, dans le lien de cet article dans la description de cet épisode, parce que je vous conseille d'aller le lire. C'est très très intéressant de voir la relation entre Tim Cook et Jonathan Ive, parce que ça n'était pas du tout la même. La vision de Tim Cook n'était pas la même. Même si, je vous l'accorde, Tim Cook était un ami très proche de Jonathan Ive de Steve Jobs, pardon, et c'est Steve Jobs qui a même placé Tim Cook comme le successeur et celui qui allait continuer et faire en sorte que cet esprit Apple reste et soit pérenne. Jonathan Ive, c'était un peu le garant en tant que designer de la formalisation de cette idée, de cette vision. Parce que c'est lui qui dessinait les objets. Et ça a été un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, il nous l'explique, pour Jonathan Ive, le design a toujours été la priorité absolue. Et on l'a vu dans l'article justement précédent où ils expliquaient que c'était cette alchimie de l'objet du less is more. Où le beau, c'est le simple. D'accord ? Très bien expliqué dans cet article. Et tandis que Tim Cook a eu une approche plus pragmatique et axée sur l'usage. Alors, c'est là où il y a une petite différence, parce que je pense que Steve Jobs était toujours dans cette idée de l'usage, fonctionnalité. Donc finalement, proche de cette vision de Tim Cook. Enfin, proche. C'est-à-dire, Tim Cook a toujours respecté cette vision de Steve Jobs sur
l'usage, la fonctionnalité. Mais en même temps, c'est comme si on avait les deux personnes qui sont tous les deux légitimes dans la représentation de cette vision qu'a portée Steve Jobs et qui était le fondateur de cette marque. Mais en même temps, à un moment donné, on arrivait un petit peu à la fin de ce cycle. Parce que d'un côté, Tim Cook dit oui, mais il faut des objets quand même qui sont fonctionnels, ergonomiques. C'est aussi ça le message que voulait porter Steve Jobs. Et de l'autre côté, tu as Johnny Ive qui arrive et qui te dit oui, mais en même temps, on veut des objets qui soient identifiables, qui soient fins, bien dessinés, dans lesquels on ait très peu d'éléments techniques qui soient visibles. Et que d'ailleurs, avec tous ces ports, il parle de ça. Que l'on parle du récent Mac Studio ou des derniers MacBook, avec tous ces ports et les lecteurs de cartes mémoire, il semble qu'on en est désormais loin de la passion du designer pour les lignes épurées et minimalistes des produits qu'il a créés. C'est-à-dire que Jonathan Ive on avait retiré le câble jack, on avait retiré la carte mémoire, on avait retiré des câbles USB pour avoir des objets, des ordinateurs de plus en plus fins, de plus en plus légers, avec des lignes de plus en plus belles, mais au détriment de l'usage. Et là, on arrive avec cette petite friction, et on va le voir, entre Jonathan Ive et Tim Cook. Et en 2014, c'est l'apothéose à l'occasion du lancement de l'Apple Watch. Voilà. Et en 2014, on a eu le lancement de l'Apple Watch. Alors, on va regarder l'Apple Watch ensemble. Ça, c'est l'Apple Watch de première génération. Le premier. Alors, quasiment aucune différence avec la dernière version, la série 8 de l'Apple Watch. Mais ça, c'est, on va dire, la dernière création vraiment dans lequel Johnny Ive s'est complètement investi. D'accord ? Donc il a dessiné cette montre en collaboration avec Mark Newson, qui est aussi un designer. Ils étaient potes tous les deux. Il a réussi à convaincre Apple en disant qu'il faut que Mark Newson participe à la création de cette Apple Watch. Et d'ailleurs, si vous connaissez, je ferai peut-être un épisode de mes bricolos sur Mark Newson, mais si vous connaissez le travail de Mark Newson, clairement, on voit qu'il y a plus de Mark Newson que de Johnny Ive dans ce produit-là. Mais je pense qu'ils se sont vraiment marrés, qu'ils se sont vraiment éclatés à le créer ensemble. Mais ce que dit l'article, quand il dit qu'il y a eu quand même un différent au niveau de l'Apple Watch, c'est qu'en fait, Johnny Ive, lui, le voyait comme un produit de luxe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, l'Apple Watch était sorti en version or. À 10 000 €. Il était possible d'acheter. Elle n'a plus jamais été ressortie. Les dernières versions, les versions suivantes de l'Apple Watch, il n'y a plus jamais cette Apple Watch avec en or, etc. Mais dans l'idée de Johnny Ive, il fallait concurrencer les marques de luxe. Rolex, Patek Philippe, etc. et révolutionner la montre de luxe avec une montre digitale, numérique, etc. Et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, comment il s'appelle ? Le chef de chez Chanel, qui nous a quittés, Karl Lagerfeld, avait au poignet, lors d'un défilé de mode, l'Apple Watch or, qui coûtait, je vous dis, à l'époque, plus de 10 000 €, plus de 100 000 dirhams, le truc quand même, hein. Pour une montre dans laquelle elle est principalement composée d'éléments électroniques dont on sait qu'ils vont très vite devenir obsolètes, c'était quand même un peu fou de lâcher une thune comme ça, mais c'était l'idée de Johnny Ive et représenté, c'était un peu l'apothéose par justement Karl Lagerfeld, chef de chez Chanel, qui pour un défilé porte la montre et on la voit à son poignet. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'était quand même assez incroyable. Et alors que Tim Cook, lui, il n'est pas du tout dans ce délire-là. Tim Cook, il a suivi Johnny Ive parce c'était compliqué. Mais lui, il disait, mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas le monde du luxe qu'il faut concurrencer. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder les keynotes d'Apple, c'est qu'en fait, on remarque une chose, c'est que ça a évolué au fur et à mesure. Et ce qui s'est passé d'année en année, c'est qu'on a mis de plus en plus de côté cet esprit luxe haut de gamme pour aller vers l'objet fonctionnel, du sportif de haut niveau, jusqu'à la sortie de cette Apple Watch Ultra, qui est en fait une version pimpée, version baroudeur de l'Apple Watch. C'est-à-dire, on n'est pas allé du tout vers une Apple Watch telle que Johnny Ive avait
la visualiser, mais on est parti vers le sport, la santé. Et honnêtement, est-ce qu'on peut reprocher à Tim Cook cette vision-là? Non, parce qu'elle est aussi un élément principal et fondateur que Steve Jobs avait insufflé dans cette marque. Fonctionnalité, ergonomie, usage. Voilà. Et donc, autant on peut comprendre l'approche de Johnny Ive, mais autant cette stratégie, moi je me souviens très clairement à l'époque où la première Apple Watch était sortie, je disais, mais les gars, c'est pas un produit de luxe. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme un assistant personnel sur justement les éléments qui sont liés à la santé, au sport, aux activités physiques, etc. Donc c'était compliqué. Je savais pas cette histoire à l'époque. On le savait pas. On le savait pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mise à jour de l'article qu'on vient de voir, et cette mise à jour est sortie là juste dernièrement. C'était en juillet 2022 et j'étais tombé dessus, donc c'était cet été et je suis tombé dessus et je me suis dit il faut vraiment que je vous en parle. C'est que le livre est sorti et on a eu beaucoup plus d'informations sur ce qui s'était passé entre Johnny Ive et Tim Cook. Et ce qui s'est passé en substance, c'est que Johnny Ive, quand il a quitté Apple en 2019, c'est qu'en fait vraiment il en pouvait plus, le gars, et que depuis déjà quelques années il s'était mis en opposition. Pour l'iPhone 10, il était même pas là, quoi. Le gars, il a à peine suivi l'évolution et la mise en forme de cet objet pour l'iPhone 10. Il explique dans le livre. Le mec, il était plus là, il venait aux réunions, il disait rien, il se barrait. Et il était vraiment déçu et il continuait à travailler avec la firme de Cupertino parce qu'en fait, finalement, il avait signé un contrat de plus de 100 millions de dollars sur plusieurs années. Et d'ailleurs, Apple, ce qui est quand même assez dingue, c'est que Apple lui disait, de toute façon, si tu veux travailler avec un autre client, il faut d'abord que tu aies notre accord. T'imagines, tu quittes Apple, tu montes une boîte et tu as un contrat qui dit on est ton client principal parce qu'on veut quand même avoir ton expertise, mais parce que c'était compliqué pour Apple. Il fallait pas qu'il se sépare avec Johnny Ive. Comme ça aurait fait une espèce de raz-de-marée qui aurait été en défaveur de la marque, en l'occurrence. Mais en même temps, dans le contrat, il dit de toute façon, tu peux créer ta boîte Loveform, mais si tu dois travailler avec un client extérieur, il faut qu'on te donne notre accord. T'imagines un petit peu? Et Johnny Ive, il explique très clairement que lui, son but, c'était vraiment de s'émanciper, de pouvoir finalement développer ses propres produits. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que Steve Jobs l'avait expliqué. Il avait légué un pouvoir absolument incroyable à Johnny Ive. Il a plus de pouvoir décisionnel, ça c'est Steve Jobs qui dit, il a plus de pouvoir décisionnel que tous les autres cadres de l'entreprise. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire ou pas. Je voulais qu'il ait cette liberté. Ce qui est magnifique, parce que c'est exactement comme ça qu'on doit soutenir la vision d'un créateur. Et c'est ce qui fait aussi que ça marche. C'est cette alchimie, c'est de lui donner une liberté totale pour pouvoir exprimer ses idées. C'est aussi pour ça que moi j'ai monté mon studio de design. C'est parce que je voulais vraiment développer les idées, les réfléchir en ayant une totale liberté. Et justement, quand je travaille avec des clients, j'essaie, et j'ai de la chance parce que dans la plupart des projets que j'ai réalisés, j'ai vraiment eu cette complicité avec les personnes, les partenaires avec qui on a travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on le remarque. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que je peux comprendre. C'est-à-dire, alors, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que je ne vais pas passer cet épisode de mes bricolos à commenter des choses dont je ne maîtrise pas. Mais ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que 9to5Mac, qui est quand même un site internet très important, qui parle de toutes ces actualités d'Apple, des différents produits qui sortent, ils ont les annonces, ils ont tout, rapporte que, pour certains, les produits de la marque sont meilleurs depuis le départ du célèbre designer. Et là, force est de constater que je vous ai parlé de l'Apple Watch et je dois reconnaître que même si on peut discuter d'une Apple Watch à peu près 1000 € à 10 000 dirhams parce que tout d'un coup elle utilise du saphir pour le verre, donc elle a des matériaux plus techniques qui lui permettent une plus grande robustesse.
On est quand même sur un objet hybride. On peut quand même commenter cet objet-là. On n'est pas obligé de le prendre tel qu'il est en s'émerveillant devant cet objet. Il est très intéressant. L'Apple Watch Ultra, hein, elle est très intéressante. Il y a plein de choses super bien. Mais je veux dire, on peut quand même avoir un esprit critique et dire que elle sait pas tout faire alors qu'elle se présente comme étant la montre qui veut tout faire. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on remarque dans les vidéos de collègues youtubeurs, même si moi à côté je suis tout petit, mais les mecs, c'est ce qu'ils expliquent en fait dans les vidéos. Mais il y a eu des produits par contre qui ont vraiment cartonné. Et quand on voit le MacBook Pro, les dernières générations du MacBook Pro, on remarque, et c'est ça que j'avais remarqué, et c'est pour ça que c'est intéressant, je vous encourage à regarder les keynotes d'Apple, parce que c'est bien amené, c'est bien travaillé. Il y a vraiment une belle leçon de design dans laquelle on peut avoir un esprit critique de toute façon et ne pas adhérer à chacun des produits. Mais en tout cas, il y a une certaine clarté dans la vision qui nous permet de pouvoir le commenter et s'intéresser à la façon dont les designers développent les produits chez Apple. Et on a remarqué que les derniers MacBook Pro avec cette puce M1 qui est incroyable réintègrent des ports qu'ils avaient supprimés, dont notamment, et vous le voyez ici, la carte mémoire. Elle n'y était plus dans les anciens Mac. Ils l'ont remise au profit de la fonctionnalité. Et tout le monde s'est dit, mais c'est incroyable. Pareil, le MagSafe, ils l'avaient enlevé, ils l'ont remis. Ils ont rajouté des ports USB. Ils ont rajouté des ports qu'ils avaient retirés au profit du design. Et c'est là où moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, Johnny Ive, il n'a pas été dans la conception de ces produits-là. Et les derniers produits, les derniers MacBook, les derniers MacBook Pro, les derniers iMac, le dernier MacBook Air, sont incroyablement bien faits. Ils sont revenus sur les claviers, certes plus épais, ça a repris de l'épaisseur. Les derniers Mac, si vous regardez mes épisodes de mes bricolos où je commente les derniers produits Apple, ça s'est réépaissi. Qu'on allait toujours plus fin. C'était la première fois où, en fait, on avait des objets plus épais. Donc, forcément, les lignes en pâtissent, mais la fonctionnalité, l'ergonomie et l'usage deviennent tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intéressant. Et notamment, le Mac Studio, qui est quand même un objet incroyable. Cet objet-là, moi, quand il est sorti, j'ai dit, les mecs, vous avez cartonné. Alors qu'en fait, si vous le regardez sur le plan purement du design, c'est pas du Johnny Ive, parce que Johnny Ive n'aurait jamais accepté ça. Ce que vous voyez à l'arrière du Mac Studio, jamais il aurait accepté. Mais par contre, le Mac Studio, c'est un objet, c'est un produit qui est super intéressant, non seulement pour les composants qu'il propose, mais aussi sur sa taille. La façon dont il peut s'installer sur un bureau, la façon dont il est facile, et on le voit ici, il est facile d'usage et d'utilisation. Et il était attendu par toute une tranche de créateurs, de concepteurs, d'utilisateurs d'Apple pour lesquels l'iMac Pro était beaucoup trop cher et beaucoup trop cher et encombrant, et l'iMac n'était pas suffisamment. Et là, on avait donc le Mac Studio qui était le parfait compromis entre le Mac Pro et l'iMac. C'était vraiment génial, quoi. Voilà. Et ça, c'est clairement pas un produit de Johnny Ive. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, et je vais, avant de terminer avec notre image, cette photo est super bien. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que là, on n'a pas tous les éléments qui nous permettent de commenter en profondeur cette séparation entre Johnny Ive et Apple. Ce qui est sûr, c'est que c'est une histoire à regarder. Moi, je vais essayer de me procurer ce livre pour comprendre plus de choses parce que c'est fascinant de voir à quel point Johnny Ive et Steve Jobs ont révolutionné tout ce matériel informatique avec tous les produits qu'ils ont proposés jusqu'à l'iPhone finalement, et que depuis, chacun entre Tim Cook et Johnny Ive portait cette histoire de la marque, mais avait une vision peut-être pas forcément synchro comme pouvait l'avoir Johnny Ive, et cette situation très délicate qu'Apple, je dois l'admettre, a très bien géré. Très bien géré. Et je suis intéressé aussi de voir ce que Johnny Ive va sortir depuis qu'il ne travaille plus, parce que c'est ça la grande actualité, c'est qu'il a quitté 2019 Apple, mais en 2022, plus aucun produit n'est conçu ou même n'est
suivi par Johnny Ive. Voilà, donc c'était vraiment ça ce qui était intéressant dans cet épisode de Mes Bricolos, c'était vraiment le temps, un petit moment pour parler de ça, et pour parler de cette collaboration entre un designer et une marque, de voir son évolution, de comprendre comment les choses se sont passées. Alors je mettrai tous les liens des articles que j'ai consultés pour cet épisode de Mes Bricolos afin que vous puissiez vous les voir et puis vous faire votre avis. J'attends bien évidemment les commentaires, parce que alors j'ai de la chance, moi à chaque fois, les commentaires qu'on laisse, j'apprécie beaucoup d'ailleurs les bricologistes, les bricologues qui suivent ces épisodes de Mes Bricolos, parce que franchement, donc les abonnés, donc si vous voulez vous abonner et faire partie des bricologues, c'est le moment de vous abonner les gars, ça me fait super plaisir, ça me montre que vous soutenez le projet, donc vraiment c'est hyper important pour moi, donc merci de le faire. Mais les commentaires sont incroyables, c'est vachement intéressant ce que vous racontez et la façon dont vous... J'ai de la chance quoi. Donc continuez et dites-moi ce que vous en pensez, et maintenant la question c'est pour chacun. Autant on a vu les derniers produits Apple et on peut constater que Apple a su rebondir et développer des produits très intéressants et est en train de le faire, mais autant on peut voir aussi que du côté de chez Johnny Ive, peut-être qu'il va s'émanciper, développer des produits. Il travaille apparemment avec Ferrari sur la prochaine voiture électrique. Il me tarde de voir ça, comme ça on aura l'occasion de commenter ça ensemble dans ces épisodes de Mes Bricolos. C'est pour ça qu'il faut vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Slama à tous, à bientôt. Bye.